Bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance d'information sur les programmes en gouvernance du numérique. Aujourd'hui, avec moi, j'ai le professeur Daniel J. Caron qui va m'assister, qui va vous parler des programmes, qui va être en mesure d'éclairer le mystique de la gouvernance du numérique. Et également, j'ai ma collègue Catherine Anger qui s'occupera de répondre à vos questions dans le chat et de nous transmettre à la fin quelques-unes de vos questions pour la période de questions. Alors, une durée d'une petite trentaine de minutes aujourd'hui, nous allons vous présenter les programmes en gestion du numérique, donc en gouvernance du numérique. Je suis Linda Boudreau, conseillère aux études, responsable du bureau des stages. Bienvenue tout le monde. Je vais commencer maintenant en espérant que tout se passe bien. Si vous n'entendez pas bien, si vous avez un problème technique, n'hésitez pas à écrire à Catherine via le chat. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter le professeur, M. Daniel J. Caron. On va vous présenter les programmes d'études du domaine avec et sans recherche. On va vous parler des perspectives professionnelles et des enjeux actuels de la gouvernance du numérique. Et évidemment, on va terminer ça par une période de questions. Donc, sans plus tarder, je vais laisser le professeur Caron se présenter sur son accomplissement, ses programmes de recherche, etc. au niveau de la gouvernance du numérique et depuis combien de temps qu'il est à l'ENAP, etc., etc. Monsieur Caron, bonjour, bienvenue. Alors, bonjour Linda, bonjour Catherine, bonjour tout le monde, merci d'être là, donc merci de l'opportunité aussi. Donc, rapidement, moi j'ai eu une carrière qui s'est déroulée entre la recherche, entre la gestion et l'enseignement. Donc, avec l'ENAP, j'enseigne comme professeur associé, chargé de cours, etc. depuis 90 précisément. Donc, j'ai une maîtrise en sciences économiques, un doctorat en sciences humaines appliquées et j'ai travaillé une trentaine d'années au gouvernement fédéral dans diverses fonctions. Qui m'ont amené à m'intéresser particulièrement à toutes les questions liées à l'information et aux organisations. Donc, j'ai depuis 2013 mis sur pied avec l'ENAP la chaire de recherche en exploitation des ressources informationnelles qui vise justement à bien comprendre ce qui se passe du côté de l'impact des technologies numériques sur les organisations publiques. Donc, on étudie entre autres toutes les politiques administratives, toute l'innovation organisationnelle qui est requise pour améliorer disons, l'intégration de ces technologies et faire en sorte que l'État fonctionne bien avec cet environnement numérique. Donc, les cours qui me concernent sont principalement gouvernance informationnelle à l'ère du numérique, plus un cours d'un crédit qui est technologie à l'ère du numérique, donc, principes et enjeux de l'administration publique. J'ai aussi donné plusieurs cours management des organisations et j'ai donné tous les cours en évaluation de programme au fil des années aussi. Donc, je m'intéresse actuellement précisément là, à toute la question du fonctionnement interne des organisations et donc que font en fait ces technologies numériques sur le fonctionnement des organisations, qu'est-ce qu'on doit faire, quels sont les facteurs de succès, quels sont les leviers pour mettre en place une transformation numérique, donc dans son unité de travail, dans les organisations, de façon générale. Et en termes d'intérêt, j'ai aussi évidemment des intérêts au niveau des politiques autochtones, l'évaluation de programmes, ça demeure toujours, l'administration fédérale aussi, et puis je travaille aussi beaucoup avec les municipalités. Voilà. Merci beaucoup, M. Caron. Vous allez revenir tantôt, là, on discutera là, vraiment de plus en détail là, de la part du numérique dans nos fonctions publiques. Donc, les programmes d'études aujourd'hui que je vous présente, c'est vraiment le micro-programme qui se donne en gouvernance du numérique. Il s'offre que vous ayez un profil pour gestionnaire ou professionnel ou que vous ayez un profil recherche. C'est un micro-programme de 3 cours. Évidemment, les cours ne se donnent pas tous au même trimestre. Donc, c'est un programme qui se fait à temps partiel. Il peut être intégré dans une maîtrise, il peut être intégré dans une maîtrise en recherche également. Donc, la personne qui voudrait faire, par exemple, une proposition de recherche dans la gouvernance du numérique. Les cours qu'on offre, les cours offerts dans ce micro-programme-là sont la transformation de l'État à l'ère du numérique, la gouvernance informationnelle à l'ère du numérique et la gestion de projet, évidemment. Je vais demander à M. Caron juste pas de nous détailler tous les cours, mais juste de donner quelques exemples
de trucs qu'on apprend dans ces cours-là, des concepts qui sont vus là, dans chacun des cours du microprogramme. Monsieur Caron? Oui, alors rapidement, là, en quelques mots, le premier cours, la transformation de l'État à l'ère du numérique, donc vise, dans le fond, ce qu'on essaie de comprendre, c'est quoi les impacts, quels sont les effets, les conditions, les enjeux, tout ce qui est lié au numérique, donc, et particulièrement avec un axe de prestation de services et de gouvernement ouvert. Donc, on essaie de voir comment le numérique s'intègre, quels sont les enjeux, particulièrement là, quand il vient le temps de définir une prestation de service qui est davantage électronique et numérique aujourd'hui, et aussi consultation publique, participation citoyenne, engagement des citoyens, etc. Dans le second, donc gouvernance informationnelle à l'heure du numérique, c'est divisé en 3 grandes parties. Donc, on regarde d'abord toute la question de la documentation. Alors, ça concerne beaucoup le fonctionnement interne, donc documentation, support technologique. Et dans la deuxième partie, on se penche davantage sur toute la question des politiques administratives, politiques publiques liées à l'information et aux technologies. Et finalement, les enjeux modernes, récents, donc toute la question du blockchain, l'intelligence artificielle, la ville intelligente, etc. Et finalement, le troisième cours, c'est un cours de gestion de projet. Donc, ça permet aux gens d'intégrer toutes ces connaissances-là et dans leur milieu, donc de le modeler sous la forme d'un projet de transformation, donc en suivant les règles usuelles de gestion de projet. Merci beaucoup, M. Caron. Donc, si on regarde maintenant le programme en soi, le microprogramme, c'est sûr que suite au microprogramme, vous pouvez continuer dans un programme de l'ENAP, un programme court, un DESS ou une maîtrise. Donc, ces 9 crédits-là sont intégrés là, au fur et à mesure que vous progressez dans votre cheminement de programme. Vous pouvez également être en maîtrise profil pour gestionnaire puis choisir ces 3 cours-là aussi dans vos cours optionnels. Et il y a des démarches administratives là, qui peuvent vous permettre d'obtenir l'attestation de microprogramme en gouvernance du numérique une fois que les 3 cours sont faits. Évidemment, si vous êtes dans un programme court et que vous voulez être inscrit au microprogramme, on ne peut pas le faire en même temps. La loi nous interdit, là, vous ne pouvez pas être inscrit à 2 programmes en même temps. Donc, il faut en faire un à la fois. Mais comme je vous dis, si par exemple, dans votre DESS, programme court ou maîtrise, vous avez fait les 3 cours du microprogramme, on a des procédures administratives là, qui vous permettent d'aller chercher votre attestation. Le fait d'aller par étapes, ça vous permet des fois de prendre un temps d'arrêt entre les programmes. Il y en a qui se motivent comme ça. Moi, j'aime mieux y aller étape par étape. Il y en a qui aiment mieux aller directement à la maîtrise. Donc, la procédure, elle est pas, il y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Évidemment, ça dépend de chaque personne, comment votre motivation personnelle fonctionne. Donc, voici pour les programmes, là, les programmes Gigogne, comment ça fonctionne. Le dépôt des candidatures, on est en admission continue à l'ENAP, mais toutefois, c'est bien de déposer avant les dates qui sont inscrites sur le site afin de vous assurer d'être admis avant le début de l'inscription des cours et d'avoir au moins la place dans le cours de votre choix. Donc, c'est les dates qu'on vous demande de respecter là, pour déposer votre admission. Au trimestre d'automne, on vous demande de déposer avant le 1er juin. Pour le trimestre d'hiver, on vous demande de déposer votre demande avant le 1er novembre et le trimestre d'été avant le 15 mars. Vous avez les liens sur la présentation, donc admission@enap.ca qui vous indique que vous allez y trouver les formulaires requis pour l'admission, les conditions d'admission, etc., etc. Et également adel@enap.ca, c'est notre demande d'admission en ligne, notre système. Vous allez là, vous déposez votre demande là, pour débuter un programme chez nous. Aujourd'hui, on ne parlait pas vraiment là, de tout ce qui est la demande d'admission, etc. On parle vraiment des programmes en gouvernance du numérique. Donc, on va plonger directement dans le sujet. On va aller voir les perspectives professionnelles et les enjeux actuels. Les gens qui, par exemple, qui auraient comme questionnement, ce serait quoi l'avantage pour moi d'aller suivre un tel microprogramme ou est-ce que c'est pour moi, ça, ce microprogramme-là? Comment ça me touche, etc. Donc, il a effleuré tantôt, M. Caron, vous avez effleuré un petit peu là, les thèmes, les contributions des étudiants si jamais ils choisissent un profil avec recherche. Dans les 5 prochaines années, les thèmes qu'on va étudier en lien avec la gouvernance, c'est quoi vraiment les enjeux actuels là, sur
les thèmes un petit peu sur différents paliers, à différents niveaux. Je vous laisse un petit peu là, en faire une énumération. En fait, oui, merci Linda. Évidemment, il y a très peu de choses qui ne sont pas liées aujourd'hui aux enjeux technologiques que nous vivons, hein, que ce soit d'abord à l'intérieur de nos organisations, on peut le voir comme ça. Alors, donc, toute la question, écoutez, il y a toute la question de la stratégie des données. On parle beaucoup de données aujourd'hui. Donc, ça fait partie des enjeux du numérique, le partage des données. Donc, il y a des enjeux énormes de ce côté-là en termes de politique administrative, de politique publique, de loi, etc., donc, qui sont à venir, qui sont présents actuellement et qui sont à venir. On le voit à Québec avec le projet de loi 64, par exemple, ou les réformes qui vont se passer bientôt avec un commissaire des données à Ottawa qui est annoncé dans le budget cette semaine. Donc, il y a énormément d'enjeux de ce côté-là. Il y a des enjeux de ressources humaines, bien sûr, aussi à l'interne. On le voit avec la pandémie, les gens sont délocalisés, si je puis dire. Ça amène toutes sortes de questionnements et qui vont peut-être des fois beaucoup plus loin que ce qu'on peut penser. On peut penser que c'est lié simplement à notre petite organisation, mais ça vient transformer des choses comme, par exemple, toute la question des lois du travail. Donc, comment j'appuie mes employés, quelles sont mes responsabilités. Donc, il y a un tas de travail à faire, énormément de travail à faire de ce côté-là. Ne serait-ce aussi que comment je vais gérer les édifices de demain. Donc, quelqu'un qui s'occupe de la gestion matérielle, je fais quoi avec mes édifices? Comment j'organise mon espace maintenant? C'est tous des enjeux qui sont liés à la question du numérique et qui, on ne le voit peut-être pas comme ça, mais la technologie, tranquillement, s'insère dans nos organisations et vient changer justement nos manières de travailler. Et c'est là-dessus qu'on doit en fait faire énormément de recherches pour comprendre quels sont les enjeux, quels sont les impacts et comment on peut trouver des réponses à ça. Je pense aussi, bien sûr, à toute la question de l'innovation organisationnelle. Vous savez, la technologie, c'est une innovation. On pourrait dans ce cas-ci, on pourrait dire que la grande innovation technologique, c'est le logiciel, mais le logiciel prend de multiples formes. Et donc, la réponse à une innovation technologique, c'est généralement une innovation organisationnelle. Et c'est là que notre grande difficulté dans tous nos projets de transformation numérique, c'est de changer nos organisations, changer nos façons de faire. Alors, vous savez ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire beaucoup de leadership, ça veut dire des transformations profondes au niveau de nos manières de travailler, nos processus d'affaires. Alors, tout ça, c'est des choses à regarder. Le deuxième point, deuxième groupe d'enjeux, c'est comment on va, en fait, offrir les services de demain. Parce que les citoyens, et on le voit beaucoup dans le premier des trois cours dont on a parlé tout à l'heure, les citoyens de demain sont des citoyens qui vont être branchés et qui vont s'attendre à ce que l'État, peu importe le niveau, que ce soit au niveau municipal, fédéral ou provincial, vont s'attendre à ce que les services publics soient offerts comme eux le souhaitent, c'est-à-dire avec des applications, avec des technologies modernes. Alors, comment on repense nos services? Alors, tout ça, c'est encore un travail beaucoup plus, en fait, qui est gigantesque et qui est beaucoup plus grand que ce qu'on a fait à la fin des années 90 avec le gouvernement en ligne, par exemple, qui était de créer des interfaces où on modelait un petit peu ce qu'on faisait, mais avec des technologies plus avancées. Aujourd'hui, on veut de la conversation. On veut du direct, on veut que ça soit instantané. Alors, c'est des choses qui sont complètement différentes et qu'il faut travailler, il faut faire énormément de recherche de ce côté-là. Et ça change des choses comme l'évaluation de programme. Comment on fait notre évaluation de programme aujourd'hui dans une organisation alors qu'on a accès à des capteurs, à de l'intelligence artificielle, à des bases de données, des méga-bases de données. Donc, ça vient aussi transformer énormément nos manières de faire. Donc, il faut faire de la recherche de ce côté-là. Les contrats, je pense au contrat, le blockchain qui vient, la chaîne de blocs, donc qui vient transformer les possibilités donc, de ce côté-là parce que c'est un tiers de confiance. Donc, ça vient changer énormément de choses. Donc, il y a beaucoup de recherches à faire de ce côté-là. Et finalement, je dirais, là, sur ces enjeux de recherche, toutes les politiques publiques vont être affectées par les stratégies, la stratégie de transformation numérique des différents gouvernements. Et je vais prendre un exemple auquel on pense pas souvent, mais pensez à l'agriculture qui fait appel de plus en plus à des drones, à des technologies très sophistiquées. Alors, les politiques publiques vont aussi de ce côté-là devoir aller s'ancrer dans ces technologies-là. Donc, il y aura énormément de travail à faire de ce côté-là aussi. Puis, vous avez aussi là, un article que vous avez publié, puis la participation aussi à une publication. Je ne sais pas si ça relie un petit peu ou si ça
Pouvez-vous nous présenter un petit peu vos Oui, travaux, vos recherches? l'article qui est sorti hier, je crois, c'était sur l'accès à Internet en tant qu'outil de développement socio-économique. Ce qu'on faisait ressortir là-dedans, en fait, c'est que il va être important d'avoir une stratégie de déploiement de l'Internet qui est beaucoup plus sensible aux enjeux auxquels sont confrontées les différentes communautés. Donc, c'est un outil. Et au rythme où les technologies d'accès à Internet avec le satellite, la fibre, etc., se développent, il va falloir peut-être changer un peu nos manières d'aborder cette question-là si on veut rester, par exemple, compétitif ou si on veut avoir un hôpital qui est peut-être un peu plus éloigné, mais qui a accès à l'intelligence artificielle. Donc, il va falloir, c'est le genre de choses, en fait, genre de réflexion qu'on fait à la chaire de recherche. Et le livre, c'est l'écosystème de la transformation de l'administration publique vers le numérique. Le livre, donc, qui est sorti ce matin d'ailleurs, qui, lui, en fait, couvre tout l'ensemble des points importants à considérer lorsqu'on fait une transformation numérique. C'est super intéressant, M. Caron. Puis vous diriez les perspectives professionnelles. C'est quoi les débouchés? Un étudiant qui n'est pas encore sur le marché de l'emploi, par exemple, qui fait ce micro-programme-là, ou les gens qui sont déjà en emploi, c'est quoi leur perspective d'utiliser ces connaissances-là dans le contexte professionnel? Et pourquoi que ce serait les nappes là, que ces gens-là choisiraient là, pour étudier dans ce champ de compétences-là? Si vous êtes dans une administration publique, il y a un cadre d'opération qui est assez particulier. On le sait, il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de règles. Donc, on est vraiment dans un milieu qui demande une bonne connaissance de l'environnement public. Alors, nous, évidemment, tout le programme, il est construit autour de cet environnement public, peu importe le niveau de gouvernement. Donc, on prend en considération ses obligations, ses missions de l'État, etc. Donc, les débouchés, évidemment, j'ai envie de vous dire, ils sont énormes. Je le vois parce que toutes les questionnements par rapport à est-ce qu'on a les compétences. On se le fait demander fréquemment. Là, les gens nous disent, avez-vous quelqu'un dans tel domaine qui pourrait venir nous aider? La transformation numérique, c'est vaste. Donc, ça pourrait être quelqu'un qui est déjà à l'emploi, qui est en ressources humaines et qui veut transformer son service de ressources humaines. C'est quelqu'un qui est au niveau des contrats et qui veut transformer cette unité-là. Parce que la transformation numérique, c'est pas quelque chose qui va arriver par le biais d'une baguette magique qui va dire, il y a une stratégie de transformation numérique, pouf, on est transformé. Ce sont de petits pas et c'est tout un chacun des gestionnaires qui peuvent arriver à contribuer. Donc, évidemment, les débouchés et surtout l'utilité de tels programmes, c'est justement d'outiller les gens pour qu'ils puissent contribuer à faire progresser leur organisation, donc en étant conscients de tous les enjeux, de tous les risques, les opportunités, etc., et de lier tout ça à la mission de leur organisation publique. C'est vrai, parce qu'on a beaucoup vu aussi dans les médias, il y a plusieurs ministères maintenant qui vont complètement fermer leurs services en présentiel et qui vont fonctionner seulement qu'en télétravail. Donc, j'imagine que pour ces gens-là, ce serait vraiment utile là, de s'outiller au niveau du numérique afin d'être efficient là, dans le service et aussi dans le rendement là, des employés pour… Oui, je pense que pour les prochaines années, en fait, peu importe où vous êtes, parce que même quelqu'un, ça c'est un très bon exemple, là, mais si vous êtes un gestionnaire et que vous avez des gens qui sont un petit peu, je dirais, qui sont éparpillés aujourd'hui, donc certains à la maison, certains en mode hybride, certains sur place, c'est un mode de gestion qui est complètement différent. Donc, comment je gère ça? Ça pose des questions énormes. Mais il faut les voir, ces questions-là, il faut les voir venir, j'ai envie de dire, et donc trouver des réponses avant qu'on se retrouve avec des enjeux plus graves. Donc, c'est donc dans ce sens-là, mais c'est aussi vrai pour quelqu'un qui fait des politiques publiques aujourd'hui. Quelqu'un qui est dans un domaine de politique publique va devoir se questionner quel est l'impact de la technologie, quel est l'impact du numérique, de ce nouvel espace qu'on vient de créer sur les politiques publiques dans le secteur où je suis, que ce soit en culture, que ce soit au niveau de l'agriculture, comme je disais tout à l'heure, les données géospatiales, en médecine, à la santé, etc. Tout ça est affecté par ces nouvelles technologies et donc on doit transformer notre organisation. Alors, ça touche tout le monde. Donc, il faut vraiment sensibiliser les gens à l'avenir sur le numérique parce qu'on ne pourra pas y échapper finalement. Exactement. C'est déjà là. Merci, M. Caron. Donc, on est rendu à la période de questions. S'il y a des gens qui ont des questions, allez dans le chat, n'hésitez pas. J'ai une question pour vous, professeur Caron. Est-ce qu'il y a une différence entre l'informatique et le système d'information? Oui, en fait,
on pourrait dire que l'informatique, c'est un peu le logiciel, donc c'est un petit peu la technologie qui nous permet d'avoir des systèmes d'information plus performants, parce que les systèmes d'information, de toute façon, existent même, il y a toujours eu dans toute organisation, on pourrait structurer, architecturer donc des systèmes d'information, mais qui ne sont pas automatisés. Alors, l'informatique vient nous aider à le faire, sauf que quand elle le fait, elle change aussi énormément de choses parce que c'est extrêmement puissant et ça change notre relation avec l'information et ça rend aussi l'information beaucoup plus mobile, beaucoup plus fluide. Donc, ça fait des systèmes d'information qui sont extrêmement puissants et donc qui transforment l'organisation et notre potentiel. Par exemple, en nous connectant plus facilement, comme on fait aujourd'hui d'ailleurs, hein, c'est un bel exemple, ou encore avec la calculabilité et toutes les possibilités que nous offre l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui n'est pas si sophistiquée que ça, toujours sophistiquée comme ça. L'intelligence artificielle, ça peut être juste un processus dans une partie d'un processus de production qui est automatisé, donc qui va nous permettre d'aller plus rapidement parce qu'il y a une grande quantité de données à traiter, par exemple. C'est super intéressant. Est-ce qu'il y a des gens qui ont d'autres questions? Est-ce qu'il y a de la place pour les intervenants auprès de certains pans de la société qui font affaire avec l'administration publique et qui cherchent un apport numérique dans leur domaine? La santé, les aînés, développement international. Donc, tu sais, faire des liens, les gens qui sont des intervenants qui ne sont pas nécessairement dans l'administration publique, je pense que c'est ça que M. Baudry veut dire, mais qui sont vraiment des intervenants. Tout à fait. Absolument. En fait, j'ai envie de dire, la façon dont le programme est monté, il peut intéresser tout autant les gens qui sont dans l'administration que ceux qui sont à l'extérieur. Il est fait pour les gens de l'administration, mais l'administration ne travaille pas pour elle-même. Elle travaille justement avec des groupes tiers, avec des groupes qu'on disait intermédiaires, avec des associations, avec des OBNL, etc. Donc, pour ces gens-là, c'est fort intéressant de voir comment on peut mieux travailler ensemble, parce que c'est un peu ce qui est en train de se produire avec les technologies. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'ouvrir les possibilités de collaboration, par exemple, et de pouvoir travailler différemment. Alors, évidemment, tous ceux qui sont à l'extérieur et qui gravitent autour de l'État, comme citoyens ou comme intervenants, il y a énormément à apprendre de ce côté-là et à venir chercher, donc, et à influencer aussi tout le débat. Effectivement. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le Q&A afin qu'on puisse répondre. On va profiter du temps que M. Caron nous donne parce qu'il est très occupé avec les chartes de recherche présentement et le trimestre. Donc, on va... J'aurais aussi quelques questions là, par la suite qu'il y a eu dans le clavardage. Alors, vas-y, Linda, je vais pouvoir poursuivre par la suite. D'accord. Bonjour, Madame Bonneau. Donc, s'il est possible de joindre un projet en organisation avec les recherches et le développement des travaux de la chaire de recherche en gouvernance du numérique, oui, le processus, je vous invite à contacter le bureau des stages, Madame Bonneau, là, pour vous assurer qu'on puisse répondre à vos questions là-dessus. Donc, oui, si vous êtes déjà étudiante chez nous, puis en plus, c'est moi qui va gérer votre projet en organisation. Donc, vous pouvez me contacter en privé, puis on en discutera. Si un projet de recherche est refusé, s'il y a une admission réservée sans projet de recherche, oui, tout à fait. Si vous ne pouvez pas être admis à la maîtrise en recherche, par exemple, parce que le projet de recherche n'est pas accepté, vous pouvez être admis dans les maîtrises sans recherche et faire les cours là, de la gouvernance du numérique et faire votre projet d'intervention, votre projet d'intégration, soit le séminaire ou un projet en organisation sur la question du numérique. C'est vraiment une possibilité aussi. Monsieur Caron, dans le cours de gouvernance du numérique, est-ce que l'intelligence économique est enseignée? Bien, elle est abordée, mais elle n'est pas enseignée là, de façon détaillée. Donc, on va l'aborder parce que c'est comme l'intelligence d'affaires, etc. C'est le fruit, entre autres, de toute cette question dont je parlais plus tôt, de stratégie de données. Donc, effectivement, oui, c'est des choses auxquelles on touche, mais qu'on n'aura pas l'occasion d'approfondir dans ce programme-là. Puis les cours, évidemment, sur les 3 cours à faire, il y en a un qui est offert en ligne, les 2 autres qui sont en présentiel en classe. Donc, vous ne pouvez pas faire ce cours-là entièrement à distance. Évidemment, à moins que la crise se maintienne dans les prochaines années, on est à planifier
le trimestre d'automne avec un retour de cours en classe. Donc, il ne sera pas possible là, de le faire à distance. Catherine, je vais te passer la parole pour poser les petites questions que toi, tu as reçues de ton côté à M. Caron. Oui, donc, M. Caron, question étant, est-ce que vous dirigez des thèses dans le domaine de la gouvernance du numérique? Oui, on en a actuellement. En fait, on en a une qui touche à toute la question des politiques publiques. Donc, j'en ai une autre qui s'en vient aussi en la santé, qui touche à la santé. Oui, effectivement. Et à quel endroit les étudiants, justement, ou les participants pourraient trouver l'information à cet effet? Est-ce que c'est sur votre champ de recherche ou sur la page Internet Corps professoral? Ça dépend de l'information qui est recherchée parce que je crois que les projets de doctorat ne sont pas publics, donc c'est des étudiants. Donc, alors, c'est de l'information qui reste, si on m'écrit, on peut toujours en discuter. Parfait, merci pour l'information. Et pourriez-vous répéter le nom de votre livre que justement est sorti tout récemment? Oui, c'est Écosystème de la transformation de l'administration publique vers le numérique. Parfait, merci beaucoup. J'ai une question pour vous, M. Caron. Comment faire pour acquérir l'article sur l'accès à Internet comme outil de développement socio-numérique et le livre? C'est-tu la question que tu viens de poser, Catherine? Non, la question qu'elle venait de poser, c'était quoi le titre? Alors, comment se le procurer? Ben, le livre, c'est sur les presses de l'Université du Québec, donc il est déjà là. Et l'article, si vous allez sur Options politiques, donc simplement... Le lien sur l'ACETAC, c'est le lien pour l'article, mais Catherine oui, va partager, là, à la demande, va partager la séance d'information, donc vous aurez les informations là, par écrit là, quand vous allez la recevoir. Puis, tout ce qui est demande, là, comme pour les prérequis pour nos programmes, vous pouvez aller sur notre site web, c'est indiqué, ou écrire à études à commercial-enap.ca. Si vous voulez avoir le mail du professeur, il est aussi inclus là, sur notre site. Vous pouvez écrire à études@enap.ca. On va vous mettre en communication avec M. Caron. Est-ce que, M. Caron, votre livre, est-ce qu'il est accessible sur Amazon? Oui, sur toutes les plateformes, Amazon, etc. Oui. OK. Donc, études@enap.ca, c'est avec un S, évidemment. Je pense que, Catherine, tu pourrais peut-être mettre le lien dans le chat. Comme ça, les gens auraient le lien là, pour nous écrire des questions plus particulières au sujet de l'admission. Oui, l'information a déjà été transmise et d'ailleurs, comme tu l'as dit, le PowerPoint d'aujourd'hui sera transmis aussi aux participants. Alors, ils pourront avoir aussi à l'intérieur toutes les informations à cet effet. Une autre question, on a parlé un peu des perspectives, mais quelqu'un voulait aussi savoir les perspectives des gens qui veulent travailler en recherche dans ce domaine. Quelles sont ces perspectives-là? Bon, les perspectives sont là aussi très grandes. Il y a énormément d'instituts qui se penchent sur ces questions-là, donc parce que on comprend que ça touche à tous les secteurs de la société. Alors, travailler sur les questions du numérique, ça se fait aussi bien à l'intérieur de l'État que dans des instituts de recherche. Je pense au Cyrano, je pense au CDAO. Il y a aussi les universités, en fait, qui ont des programmes de recherche, donc qui touchent à ces questions-là. Le CRSH, je regardais, par exemple, je vous donne un exemple, l'École de la fonction publique du Canada, donc qui a un programme qui vient d'être démarré, donc où il y aura de la recherche. Alors, il y a beaucoup de recherche fédérée aussi entre chercheurs. Alors, il y a énormément de potentiel, évidemment, parce que ça touche... je vous donne l'exemple de mon collègue Christian Boudreau, donc qui travaille sur la surveillance, évidemment, avec tout ce qui s'est passé pendant la pandémie. Vous imaginez la recherche qui se fait actuellement dans ce domaine-là, donc comment les technologies ont été utilisées pour la surveillance. Alors, c'est très, très riche en termes de potentiel de recherche. C'est énorme. Moi, Catherine, j'ai plus de questions dans mon onglet questions-réponses. Ah, il y a quelqu'un qui demande les données privées aussi, M. Caron?
Oui, ben, les données, oui, absolument, parce que quand on touche à la question de la protection des renseignements personnels, ou etc., donc on ne fait pas de différence. Il faut se rappeler que les gouvernements ont des politiques publiques, ont des lois qui touchent l'ensemble de la société. Quand je parlais des politiques publiques tout à l'heure, ou des lois, donc je parle des politiques qui sont émises par le gouvernement, mais qui touchent le fonctionnement de la société. Alors oui, évidemment, les données privées aussi. Donc, là, ça, c'était la dernière question que j'avais. J'en ai plus. Catherine, est-ce que tu en as de ton côté? Non, pour le moment, les questions se ressemblaient, là, ce qu'on a dit tout à l'heure. Au niveau des modalités d'enseignement, actuellement, en contexte de pandémie, Linda, est-ce que c'est possible de préciser un petit peu, est-ce qu'il y a une plateforme sur laquelle c'est enseigné, là, juste rapidement là, pour les gens là, qui sont là? Bien, les cours en mode COVID se donnent en Zoom, évidemment. Donc, devant votre ordinateur, cours magistral avec un professeur. Donc, quand vous êtes admis à l'ENAP, vous avez une plateforme qui vous appartient, votre plateforme de dossier étudiant. Tous les cours sont dessus, les plans de cours, etc. Puis, à ce moment-là, quand on va revenir à l'automne, il y a un seul cours qui se donne en ligne, en fait. Les deux autres cours vont se donner en classe. Le coût de la formation et tout ça, je vous invite à écrire à études.enap.ca. Donc, pour avoir le coût de la formation, parce que c'est différent là, dépendamment de votre statut, si vous êtes né au Québec, si vous êtes né en Ontario, si vous êtes né hors Canada. Donc, il y a plusieurs coûts, là, il y a plusieurs échelles de coûts. Donc, vous pouvez là, nous écrire pour qu'on puisse vous donner le lien ou aller chercher cette information-là. Donc, Monsieur Caron, est-ce que les cours touchent aussi l'accès à l'information et protection de la vie privée au fédéral et au provincial? Oui, tout à fait. Quand on regarde dans les deux cours, en fait, on regarde ces politiques-là et particulièrement donc toute la question des politiques fédérales, provinciales d'accès, de protection de renseignements personnels et aussi on va plus largement parce qu'il y a de plus en plus, bon, il y a des politiques sur la sécurité, etc. Donc, tout ce qui touche aux enjeux technologiques du numérique, toutes les politiques publiques fédérales et provinciales sont touchées, sont traitées. Merci beaucoup. Donc, voilà, je vais vous laisser aller prendre un petit dîner. On m'a toujours dit que c'était important de ne pas sauter de repas. Donc, je viens juste de voir une autre question rentrer. Je m'excuse, mais Catherine, on va prendre la question la dernière question, puis on va la référer. Parce que c'est juste au niveau là, technique des programmes. Donc, je vous invite, M. Diallo, à écrire à études@enap.ca pour avoir une réponse à votre question, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir assisté. Vous avez été en grand nombre. Je suis contente de voir que le numérique qui est un enjeu majeur, qui va toucher tout le monde là, dans un futur proche. Ça n'a pas déjà commencé. Là, donc, on est content de pouvoir faire un apport. Est-ce que vous avez quelque chose à partager, M. Caron, avant qu'on libère les gens? Non, simplement pour dire qu'effectivement, on est déjà là-dedans depuis une vingtaine d'années, donc c'est important qu'on comprenne bien les répercussions sur le fonctionnement de nos organisations, publiques et privées, et sur la société de façon générale, donc pour qu'on puisse y contribuer. Voilà. Évidemment que la crise de la pandémie a mis plus de l'avant cette problématique-là et les enjeux majeurs du numérique, évidemment. Tout à fait. Merci beaucoup tout le monde. Encore une fois, s'il vous reste des questions, je vous invite à écrire à études avec un S à commercial enap.ca. D'aller si vous avez des difficultés, allez sur notre site web. Vous allez avoir plein d'adresses pour communiquer avec vous. Je vous réitère que vous allez recevoir la présentation d'aujourd'hui. Catherine va vous la faire parvenir. Puis je vous souhaite à tous une très, très belle continuité de journée et un très beau début d'été. Merci beaucoup et au revoir. Merci.